Bienvenue tout le monde. Là, c'est le scan de Razi qui est sur la chaîne principale YouTube. D'ailleurs, je profite pour vous dire de liker, de cliquer sur la cloche, de vous abonner, hein, ça donne de la force. J'aimerais bien partir en tournée CKR, pouvoir faire des CKR un peu partout en France et même en Belgique parce qu'on me l'a demandé. En vrai, maintenant, avec le nouveau setup sur lequel j'ai pu investir un petit peu, là, j'ai juste un ordi portable, le Stream Deck, je ramène une light et c'est bon, on peut aller dans un théâtre. Je peux faire genre 30 minutes stand-up et après CKR, ça pourrait être un bête de concept ça, franchement. Et on fait une petite tournée comme ça. Bref, si vous êtes chaud, faut que je puisse être sûr que les gens suivent. Là, j'aimerais trop qu'on puisse taper les 400K sur YouTube. Donc passe le message à ton voisin. Abonne-toi à la page de Kevin si c'est pas déjà fait. Et d'ailleurs il y a les épisodes en entier parce que là vous êtes sur le scan, mais il y a les épisodes en entier sur la page CKR, le replay. Il y a la nouvelle émission qui va arriver aussi, une émission où vous êtes les participants. Ça s'appelle Tout le monde le sait, et ce sera ce samedi à 18h, ce samedi à 18 octobre à 16h, de 16h à 18h. Donc je compte sur vous aussi, il reste quelques places, allez prendre vos places, c'est important, ça fait plaisir. Est-ce que tout le monde le sait? Je regarde si j'ai mis sur le chat, tout le monde le sait. Attends, TMLS, on va voir si ça marche. Et ben non, ça marche pas, c'est pas grave, il y a tous les liens en tout cas. Ouais, si vous voulez donner de la force, ça va être trop bien. J'ai hâte de tester cette nouvelle émission. Je suis en plein montage des vidéos, des micro-trottoirs et franchement, il y a du lourd. J'ai trop hâte de pouvoir rigoler avec vous. Donc en plus, il y aura pas mal de cracks qui seront là. Et ouais, si vous voulez... il y aura une diffusion de live ou YouTube de Tout le monde le sait. Ouais, l'émission sera diffusée en live sur YouTube, la chaîne principale. Donc je vous invite à vous abonner pour pas louper ça. Ce sera pas en live Twitch parce que pour l'instant techniquement je sais pas si ils sont en capacité de le faire là où on va tourner à l'appart. Mais peut-être qu'après on pourra le faire. En tout cas, ça va être un premier jet. Après ça se trouve ça va être compliqué. Mais après, voilà quoi. Ça se trouve, ce sera la dernière. Mais ça se trouve, ça va être le début d'une longue série. Nour, bah qu'est-ce qu'il y a? Bah non, mais ce sera sur... En fait, ça va être compliqué de le faire en live tout de suite. Tu vois, on fait étape par étape. Mais après, on pourra le faire sur Twitch, d'accord? C'est le mec qui parle comme s'il avait des enfants, d'accord? On le fera sur... Non, la première... bah oui, non mais je sais, non mais je sais, en mode Montessori. Non mais j'essaye d'être gentil avec mes cracks, il faut leur parler gentiment, tu vois, comme ça. Donc voilà, je compte sur vous pour le soutien. Je compte sur vous pour le soutien et la force. Salut à toi Giflo Gangs, bienvenue. Et on va commencer ce scan avec d'abord en vite fait, hein, parce qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus quand on aura les images qui vont tomber, quand on aura le temps de regarder un petit peu tout ce qui s'est dit sur ce nouveau gouvernement de Le Cornu 2, le nouveau gouvernement. Avec, attention, un gouvernement technique. Quand ils disent technique, ça veut dire qu'ils prennent des gens de la société civile, Zarma, pour prendre les rôles de ministre. Et là, dans son gouvernement, autant te dire, hein, il a toujours pas voulu faire hommage au vote où le NFP est arrivé en tête. Non, parce que dans son nouvel gouvernement de 34 ministres, hein, d'ailleurs, ils n'ont pas réduit le nombre de ministres. Tu vas voir. Ils ont mis 34 ministres. 11 Renaissance, 6 LR qui sont de facto exclus de LR, 4 Modem, 3 Horizon, 1 UDI et un Lyot qui est macroniste, hein. Donc en gros gouvernement technique, ça veut dire ouais, des gens qui viennent de la vie civile. 34 ministres, hein. Ouais, c'est énorme. 34 pour quoi faire alors qu'on est là dans des réductions de coûts, etc. 34 ministres, un gouvernement technique, ouais. Et donc zéro de gauche, hein, évidemment, sinon c'est pas marrant. Donc là on est avec un gouvernement vraiment que de la majorité du centre. Donc évidemment LFI a déjà posé sa motion de censure. J'espère que ça va être suivi par tous les autres. Même pas PS ils doivent être dégoûtés, genre après avoir léché le huc de la majorité. Ah putain, je pensais vraiment qu'on allait avoir. Et maintenant ils font les anciens, tu vois, Olivier Faure, ouais. Genre je n'ai rien à dire, ou de la no comment, un truc comme ça, t'as envie de dire casse-toi chacal, ça va. Tu vas pas nous la faire à nous là, parce que si t'avais appelé t'aurais dit oui tout de suite. Vincent Jean Brun, que j'avais déjà rencontré, j'avais joué dans sa ville à l'époque, il est devenu ministre de la ville et du logement du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu, et en fait il est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt, concussion et détournement de fonds publics dans le cadre de l'attribution de logements. C'est Mediapart qui nous le dit. Voilà, concussion, je vais pas faire l'ancien.
C'est quoi? C'est une infraction consistant pour des fonctionnaires ou des officiers publics à percevoir, exiger ou recevoir ce qu'ils savent n'être pas dû ou exercer ce qui est dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus. Ah oui, d'accord. D'accord, c'est ça. Plus globalement, il s'agit d'une malversation dans l'exercice d'une fonction publique, particulièrement dans le maniement des deniers publics. Une Darmanin, quoi, en somme. Ouais, voilà. Et donc, tu vois, on demande vraiment aux gens d'être exemplaires dans la vie, mais s'il y a bien un taf où ça va, c'est les ministres. Ministre, politique, t'es tranquille, pas besoin d'en faire des caisses, tranquille. Dans le gouvernement, il y a aussi Retailleau, comme je l'avais dit au début de l'émission, qui n'y est plus. Valls qui n'y est plus. Alors ça veut dire que Dati et Jeanbrun qui sont LR, entre autres, parce qu'il y en a 6 qui sont encore dans le gouvernement, ils sont virés du parti. A priori, ils sont exclus du parti. Est-ce que Dati va faire exception ou pas? Dati viré du LR. On va regarder ça s'il y a un peu de... ça veut dire qu'ils vont virer Dati qui est leur candidate à la mairie de Paris. Hein. Et c'est un truc de ouf. Hein. Retailleau remplacé par une... Ouais, alors Retailleau, vous allez voir. Hein. C'est une news HMD pour Valls et Retailleau, évidemment. Les LR au pouvoir, c'est simple. 200 tribunaux supprimés, 83 sites militaires fermés, 54 000 suppressions de postes dans la défense, et ils viennent se plaindre de la justice et de la défense qui ne fonctionnent pas bien. Putain, ça c'est un truc de ouf. Mais donc Rachida Dati, elle est virée. Elle est virée de LR, sauf que du coup, elle se présente à la mairie. C'est officiel, Rachida Dati qui sera qui sera jugée pour corruption de trafic d'influence en 2026 et renommée ministre de la Culture. C'est la 5e fois de suite qu'elle est reconduite au sein du gouvernement. Alors, tiens, là, il y a un communiqué des Républicains. Communiqué suite à l'annonce de la composition du gouvernement. Le communiqué, il date du 12 octobre 2025. Le 10 octobre, le bureau politique des Républicains a voté contre la participation des LR au gouvernement. En conséquence, les membres LR qui ont accepté d'entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer de LR. Ils cessent immédiatement leur fonction dans nos instances dirigeantes que nous réunirons dans les tout prochains jours pour statuer de manière définitive. Aïe, aïe, aïe. Sont donc concernés Annie Genvar, Rachida Dati, Philippe Tabarot, Vincent Jeanbrun, Sébastien Martin et Nicolas Forissier. Mais ils sont ouf, hein, les mecs, les gens là qui LR qui sont restés au gouvernement, parce que potentiellement ce gouvernement il va pas durer. Chacun, imagine dans 2 jours, il est censuré, tu t'auras eu 2 jours de statut Facebook en bio où t'auras mis que t'étais ministre. Et derrière, tu vas perdre ton parti et potentiellement... Enfin, je sais pas c'est quoi le jeu, là. Je sais pas c'est quoi le jeu. Mais en tout cas, c'est chaud. Et ils ont mis à la place de Retailleau au ministère de l'Intérieur un certain Laurent Nunez. Laurent Nunez devient ministre de l'Intérieur. Et c'est marrant parce que le Parisien en parle en disant à 61 ans, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, fin technicien et personnage consensuel. Fin technicien, frère, vraiment on dirait qu'ils font une compo de foot. On dirait qu'ils parlent de Hatem Ben Arfa à son prime. Fin technicien. Ou Laurent Nunez Mendes, ou je sais pas de qui tu parles. Fin technicien et personnage consensuel, respecté par l'ensemble des forces politiques, endosse le costume de premier flic de France. Et c'est le Parisien qui le dit, respecté par l'ensemble des forces politiques. La vérité, c'est que Laurent Nunez, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'homme qui pilotait la répression des Gilets jaunes et qui déclarait, quand on lui avait dit il y a quand même des gens qui ont perdu un œil dans cette affaire, qui ont eu des mains éclatées, qui ont péri, il avait répondu n'avoir aucun regret sur la façon dont ils ont été traités. Est-ce que c'est un signal envoyé par Macron pour dire maintenant ça va chier, je veux plus voir quelqu'un dans la rue après 22h, je veux plus voir une manifestation, vous chargez avant même que la manif se soit formée, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Et bon voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce gouvernement. Il parle d'un ministre ou d'un milieu de terrain polyvalent. Je te jure, c'est un Nuno Mendes, récupérateur, qui est très bon sur le pressing offensif. Ah ouais non mais vraiment ça va péter. Hein. Ça va péter.
Il y avait un docu là-dessus d'ailleurs. Ah, d'accord. Bah tiens, de Off Investigation. On va checker. Avec le changement d'heure, ils veulent pas de gens en dehors de la nuit. Shannon Seban, je vais un peu me focus sur elle pendant le scan de Razi parce que, à défaut d'avoir encore toutes les vidéos pour pouvoir les analyser là, du nouveau gouvernement, et aussi j'en place une avant de commencer sur Shannon Seban qui me saoule, hein, vraiment Seban. Là, ça suffit, j'en peux plus de voir sa tête. Shannon Seban, qui est une élue en fait de la Macronie, hein, pro-israélienne puissance 1000, et qu'on connaissait pas il y a encore quelques temps et qui est tout le temps là. Elle est quoi elle? C'est quoi sa fonction en vrai là? Je suis en train de regarder. Sa fonction, c'est quoi sa vie en fait? Elle est élue, tu vois, mais je crois qu'elle est élue, voilà. Mais elle est juste élue. En vrai, je crois qu'elle est pas. Elle est conseillère municipale à Rosny-sous-Bois. D'accord. Ouais, elle siège dans l'opposition en tant qu'élue indépendante. Elle est également présidente du Parti Renaissance dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ah, voilà. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. On va revenir sur son cas. Je voulais vous dire, oui, concernant Gaza et la libération des 7 otages israéliens par le Hamas, j'ai halluciné. Là, on est retombé sur les médias français à leur prime de médiocrité post-7 octobre 2023. Tu sais, ça commençait à redevenir légèrement basé. Et là, petite parenthèse, mais ils m'ont affligé. On regardait ça avec Gaël ce matin. C'était un spectacle affligeant. Quand je vous dis affligeant, c'est que les médias ont une responsabilité dans la narration. Et quand tu choisis une certaine narration, plutôt que d'être dans l'objectivité totale, eh ben, ça peut créer ce problème que justement Arthur en parle tout le temps quand il est dans les plateaux, il déplore qu'il n'y ait pas d'empathie. Et ben là, vraiment... c'est sûr que ça annihile totalement l'empathie que tu pourrais avoir. Les gars parlent des 7 otages israéliens qui ont été libérés par le Hamas. Bon, alors j'en profite pour dire que d'ailleurs leur état de santé est plutôt bon, donc alhamdoulilah, c'est très bien. C'est bien de le dire. C'est la Croix-Rouge qui l'a dit, et les autorités israéliennes ils ont dit bon, leur état de santé est plutôt bon. Parce que vous vous rappelez comment ils en avaient fait des caisses quand ils avaient eu la vidéo de ce pauvre otage israélien qui était amaigri. Et ils ont commenté son état d'amaigrissement comme si les bébés palestiniens ne l'étaient pas eux aussi. Et ils ont vraiment décidé de mettre un coup de projecteur uniquement sur la souffrance de cet otage-là au détriment de tous les autres Palestiniens civils qui étaient en train de périr. Et ce qui m'a rendu ouf, c'est qu'ils ont décrit la vie. Alors ça, c'était sur France Info, mais BFM aussi a fait pareil. CNews après Siemi, mais il y avait un peu plus d'infos d'un peu de tout bord. Sur France Info, ils ont commencé à décrire la vie, la backstory des 7 otages qui ont été libérés. Ils ont montré leur visage, leur nom, leur âge, et la vie de ma mère, ils n'avaient strictement rien à dire. En tout cas, ils les ont humanisés. Parce qu'ils sont 7. Je les ai jamais vus humaniser des Palestiniens. Nous, à chaque fois, c'est les Palestiniens, les prisonniers. On veut pas dire que c'était des otages, etc. Et là, ils ont commencé à décrire toute leur life. Et à un moment, ils ont dit oui, il y a cet otage qui était le plus âgé des otages libérés. Et quand j'entends qu'il était le plus âgé, je me suis dit, ah ouais, attends, il avait quel âge? Ça devait être un yeuve et tout, s'il le souligne. Le frère, il avait quel âge? Il avait 48 ans. C'est-à-dire que c'est un détail, vous allez me dire, bah, c'est quoi le... Rendez-vous compte de la façon dont ils ont mis l'accent sur le fait qu'il était plus âgé, juste parce qu'il a 48 ans. Parce qu'ils ne savaient pas comment renforcer le drama. Vraiment, il y en a une carrément, elle avait la gorge nouée quand elle a dit ouais, là ils n'ont pas rendu les corps, ils ont rendu, je sais plus, le corps d'une maman. Ils vont le rendre plus tard, le Hamas. Donc vous vous rendez compte que quand même à quel point c'est monstrueux ce qu'on fait vivre aux familles.
Et tu sais, elle était là, genre le ton qui baisse comme ça, monstrueux, ce qu'on fait aux familles. T'as envie de dire, mais cousine, ça va toi? Genre ça, c'est monstrueux de pas rendre un corps tout de suite. Mais tout ce que t'as vu jusqu'à présent en Palestine, c'est comment? C'était pas monstrueux? Il te faut combien d'images pour que tu parles avec la même sincérité? Idem. Toujours dans cette backstory, tous les 7 otages, on avait, voilà, lui, il dansait à ce moment-là, quand il a vu les machins arriver. À la base, il travaille dans un restaurant, il aime le piano. Tu sais, il nous raconte toute la backstory. C'est pas un moment, il raconte l'histoire d'un des otages qui a 38 piges. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oui, je rappelle que cet otage, son frère avait lui aussi été kidnappé. Son frère, qui était diabétique, avait été kidnappé et avait finalement été relâché en janvier dernier. Les mecs, ils ont souligné son frère qui était diabétique. Mais Chacal, tu veux... Genre, vraiment, il fallait que vous trouviez un truc, mais qui soit triste pour appuyer son frère qui était diabétique. Et Zarma, tu veux qu'on soit là, genre... Attends. Son frère... Ils l'ont kidnappé alors qu'il était diabétique. Non, tu peux pas, je peux pas. Ah, il a été relâché, ouais, mais... Il avait le diabète. Il y a aussi un otage dont le petit frère avait un torticolis. Non, il n'a pas été kidnappé, mais je l'ai vu avec une Minerve pendant 24 heures. Non, il va bien. Mais bon, voilà. Ah oui, imagine, il avait eu un point de côté. Non mais même Meyer Habib, quand il raconte des vidéos horribles, le truc qui l'a choqué, c'est de dire... Il y avait des gars du Hamas qui étaient devant un gamin qui disait s'il vous plaît me tuez pas, alors que eux ils étaient là, ils ont ouvert le frigo, ils ont bu du Coca Zéro comme ça. Ah, en faisant ce geste, on va dire mais Chacal, je n'arrive plus à comprendre où est leur degré. En fait, si ça pour eux, genre c'est inhumain de boire du Coca Zéro, parce que ça coûte une blinde, hein, oh, ça coûte une blinde, hein. Donc de boire du Coca Zéro, mais devant un gamin à qui t'as buté les parents, mais toi c'est le Coca Zéro que tu retiens. Et ensuite, je veux dire, à quel moment, genre de souligner que l'autre était diabétique, c'était nécessaire? Alors qu'il a été libéré. Il a été libéré en janvier, Chacal. Quel est l'intérêt? Il était diabétique. Non mais vraiment, quand j'ai vu ça, c'est pour ça que je vous ai dit j'attends les vidéos, parce qu'en gros ça a été un ensemble de phrases comme ça, d'intonation, de focus sur les backstories et tout. Et évidemment, vous allez voir qu'on n'aura pas la chance d'avoir des backstories de ces otages palestiniens qui vont être libérés. Parce que oui, je me permets de dire otages, parce qu'on sait qu'il y a des détentions administratives arbitraires, qu'il y a des gamins de 12 ans qui ont été retenus. Et je crois que j'ai une vidéo, de toute façon, attends, je regarde. J'ai une vidéo... ah non. Je crois que j'en ai une de Belir Nabli, tiens, qu'on va regarder après. Bah, qu'on va regarder maintenant, tiens. Parce que vraiment, là, ils font du remplissage pour essayer de nous apitoyer sur le sort de réserver à ces otages qui reviennent avec un état où ils sont plutôt en bonne santé. Je tiens à signaler, bah, c'est cool en vrai, hein, moi je suis content. Mais tu vois... Ils n'ont pas arrêté de dire, vous vous rendez compte, il y en a certains, ils n'ont pas vu la lumière du jour, vous vous rendez compte, ils étaient amaigris et tout, mais t'as envie de dire, mais comment tu peux insister sur le malheur des uns et pas sur ceux des autres? C'est ça qui me rend fou, en fait. C'est ça qui me rend fou, en fait. Je vais vous mettre une vidéo de Belir Nabli. Alors, qui va nous faire du bien, et après on va regarder... Un peu plus, on va se pencher sur le cas de Shannon Seban. Pour être tout à fait significatif, une fois que ce plan sera mis en œuvre, imaginons-le, jusqu'à...
Belir Nabli parle du plan de paix. Hein. Ces termes. Bien, il va demeurer une réalité juridique et judiciaire. La réalité juridique, c'est qu'Israël est obligé, du point de vue du droit international, d'arrêter ces stratégies d'occupation et de colonisation. Or, politiquement, personne en Israël, aucune figure alternative à Netanyahou n'incarne précisément le choix de la désoccupation des territoires occupés et de la décolonisation de la Cisjordanie. Que, deuxièmement, sur le plan judiciaire, ce qui va rester, parce que le temps judiciaire est plus long que le temps, y compris du temps politique et des négociations, Benyamin Netanyahou restera poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. Et j'allais dire pire, c'est l'État d'Israël qui est poursuivi pour génocide. Et ça, je ne sais pas pourquoi madame dit qu'on est hors sol ou je ne sais quoi. C'est une requête qui a été admise par la Cour internationale de justice. C'est pas le Hamas. La Cour internationale de justice continue ses investigations pour apprécier la qualification de génocide par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe à Gaza. C'est très sérieux. Oui. Imaginons que cette requête aboutisse. On sera toujours dans le déni, je vous le dis d'emblée. Et enfin, pour terminer, et pour illustrer ce déni, la commission officielle de l'ONU. La commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mi-septembre qui accusait Israël de commettre un génocide. Elle a reconnu la réalité du génocide. Soit on prend en compte les actes, soit on est dans le délire militant. Et donc, soit on bascule dans un processus de paix fondé sur les faits et le droit international, dans l'intérêt de tous, encore une fois, dans l'intérêt de tous, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Soit on va être dans des postures trop partiales. Et en plus, regardez juste un élément. Je voudrais donner la parole à Jean-David Michaud. On en est là à saluer un accord qui est quand même conçu par Donald Trump, comme si Donald Trump était impartial. On a quand même la première puissance mondiale qui est pro-israélienne du point de vue historique. Et Donald Trump incarne ce soutien inconditionnel à Israël. Bon, on l'admet, parce qu'il y a une réalité. Ça n'enlève rien à l'urgence d'arrêter mais on le salue, la guerre à Gaza. On salue quand même un accord qui n'est pas équilibré, mais on le salue quand même. Et de permettre le retour des otages en Israël. Il n'y a que ça qui compte, hein, vraiment, merci. Et de permettre le retour des otages en Israël, merci, parce que c'est le plus important, on s'en fout des bougnoules. Vraiment, c'est scandaleux, vraiment. Il a tout dit, hein, qu'est-ce que tu veux que je dise derrière mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Tu sens que les gars, ils veulent pas changer de... Ils veulent pas changer de... Le narratif, il est là, tu vois. Là, après 2 ans, l'anniversaire a fait que... voilà. On a... Ces termes. Bien, il va demeurer une réalité. Ah ben non, ça c'est la vidéo qu'on avait déjà vue. J'étais en train de regarder. Parce que j'essaye de retrouver le truc où il parle des... Il donne le nombre d'enfants palestiniens de 12 ans qui sont enfermés, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, c'est un truc de fou. Non, bah écoute, je l'ai plus. Je suis en train de regarder, mais bon, Belir, voilà. Heureusement qu'il est là. Merci beaucoup, Belir. Ce serait bien de faire un jour un épisode avec Belir. On va bélirer ensemble. Allez, après cette bonne vanne, on va de ce pas regarder. Qu'est-ce qu'elle dit, Shannon Seban? Ouais, Seban. Concernant le nouveau gouvernement Le Cornu. L'esprit de conquête en 2017, si Emmanuel Macron avait dit oulala, de toute façon on va pas gagner. Parce qu'en fait on lui a donné trop de force à la selle. Hein. On l'a beaucoup laissé parler quand les médias étaient en mode tapis rouge de la propagande israélienne. Donc là elle était invitée partout. Elle s'est dit putain c'est trop bien en fait. Il suffit juste de donner des trucs, de dire des trucs pro-israéliens et puis on a invité, c'est trop cool. Mais alors dès qu'elle a découvert la politique.
et qu'on lui commence à lui parler de son gouvernement, de son parti. S'il faut retourner aux urnes, allons-y. S'il faut retourner aux urnes, allons-y. Il ne faut pas avoir peur du débat, encore une fois. Vous dites qu'il ne faut pas avoir peur, mais vous avez peur puisque vous êtes contre la dissolution. Au contraire, mais parce que je ne pense que ce n'est pas la solution. Mais ça c'est un peu compliqué si vous voulez le dire. On va retourner aux urnes. Mais comme on pense que les gens vont pas voter comme on voudrait, on préfère ne pas y aller. Pourquoi retourner aux urnes? Parce qu'il y a juste une légère petite crise politique. Une vaguette, un tremblement. La France n'a jamais été dans une situation aussi bonne. Emmanuel Macron n'a jamais été aussi populaire. Ne prenez pas ce ton arrogant et narquois. Mais non, c'est pas arrogant, mais pardon, mais ouvrez les yeux. Ne prenez pas ce ton arrogant et narquois. Est-ce qu'on aura une majorité? Narquois, oui, j'en conviens. Est-ce qu'on aura une majorité à l'issue d'une dissolution? Mais vous n'en savez rien. C'est au peuple de décider. Vous comprenez? Ça s'appelle la démocratie. Nous sommes dans une impasse complète. C'est pitoyable ce qu'on voit depuis une semaine. La meuf, elle est en train de dire que c'est pas la démocratie qui peut permettre d'avoir une meilleure démocratie. La première à le reconnaître. Et bien alors, le seul moyen, c'est de retourner au peuple. Il y a un nœud démocratique qui doit être. En fait, elle essaye d'avoir une position, mais en même temps, elle se dit putain merde, c'est aux antipodes de ce que je. Ah merde. Trancher. Je ne vois pas qui d'autre que les électeurs peuvent le trancher. Shannon, c'est bon. Pardon, c'est vrai que c'est difficile de décider avant le peuple français ce qu'il va voter. Il est libre de voter ce qu'il veut, ça c'est sûr. Enfin, moi je rappelle quand même qu'il y a quand même des députés qui ont été élus en 2024. C'est difficile avant qu'il vote de dire ça n'amènera rien. On peut pas dire ça. Il n'y en a pas eu beaucoup. La dissolution d'Emmanuel Macron, tout le monde l'a critiqué. Non mais encore une fois, alors déjà tout le monde l'a critiqué. Aujourd'hui, vous la désirez tous. Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'elle est inévitable. Elle est inévitable. Mais elle est inévitable parce qu'il y a eu celle de Macron avant. Elle sera inévitable. Bien sûr. Si chacun des députés de cette assemblée décide effectivement de ne pas travailler dans un esprit de responsabilité. Je peux vous assurer. Les esprits de responsabilité. Ils ont décidé de se la faire. Elle doit être au bout de sa vie. Mais je comprends pas parce que quand je parlais d'Israël, personne me coupait la parole. C'est la trop langue de bois. Donc on fait quoi? On dissout et après quoi? Ils sont tous saoulés de sa gueule. C'est trop langue de bois. C'est vrai que c'est de la langue de bois. Après quoi? Vous dites, il y a une élection. Vous savez très bien ce qui va se passer en cas de dissolution. Donc il va y avoir un coulage accéléré. Si vous regardez sur la base des sondages, il y a des projections qui sont faites de sièges. Il va y avoir un coulage accéléré du camp auquel vous appartenez, du bloc central. Ça va éclabousser de tous les côtés. Donc ça va éclabousser sur la gauche. Vous aurez des gens qui voudront trouver une valeur refuge, qui iront au Parti socialiste, chez Raphaël Glucksmann. Vous aurez des gens où ça va éclabousser sur la droite. Ça ira non pas chez LR parce que LR est une non-valeur à ce stade, mais peut-être directement. Notez bien, trop langue de bois. C'est la quantité qui gêne, pas le principe, je te jure. Trop là. Il y avait 2 litres de trop là. 2 litres de trop. Une lichette, un peu trop. Voilà, la réalité de cette personne. C'est les gens à qui, comme Meilleur Habib, Yadan et compagnie, on a donné trop de force pendant la post-7 octobre 2023 où ils avaient à la carte, ils avaient les clés du plateau. Et d'un coup, quand on parle vraiment de politique, quand on dit les termes, quand on met les pieds dans le plat, là, il n'y a plus personne. Shannon Seban, qui m'a saoulé, c'est bon, t'arrêtes. C'est une femme politique donc, qui est née, qui a grandi en Seine-Saint-Denis, qui était conseillère municipale à Rosny-sous-Bois et qui est en charge des luttes, en charge de la laïcité et de la lutte contre les discriminations. Et elle est également présidente du Parti Renaissance dans le département depuis janvier 2023. Voilà, si je peux. Elle est diplômée d'un master de management à l'EM Lyon. Voilà, elle a fait un programme d'été en relations internationales à Cambridge et voilà, et elle a publié en 2025 un ouvrage intitulé Française, juive et alors. Elle dit qu'elle a été beaucoup victime d'insultes antisémites. Elle a été candidate aux élections législatives de la 4e circonscription et s'est lancée dans la campagne des élections européennes en 2024 en tant que candidate de la majorité présidentielle pour la Seine-Saint-Denis et elle a perdu. Oui, Yadan, on lui a même ouvert les portes de l'after-foot, je te jure. Et maintenant, je vais vous lire sa biographie selon son communiqué de presse. Alors là, c'est génial. Là, c'est enfant de Seine-Saint-Denis. Shannon Seban est née et a grandi dans ce département où elle préside aujourd'hui le Parti Renaissance et est élue à Rosny-sous-Bois. Issue d'un milieu modeste, aujourd'hui responsable des affaires publiques dans le secteur des télécommunications, elle a souhaité montrer à travers son parcours que les stéréotypes sur les jeunes de quartier sont justes et infondés. Femme de terrain et d'action, elle accompagne régulièrement des jeunes dans leur parcours professionnel pour lutter contre l'autocensure. Elle a par ailleurs fait de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie sa priorité et travaille à promouvoir le vivre ensemble, la laïcité,
le dialogue interreligieux. Ouais, il y a un effet là-dessus. Pro-européenne convaincue, elle est aujourd'hui déterminée à mener ses combats au Parlement européen et à y apporter la voix de notre jeunesse. Alors que elle n'a jamais revendiqué son identité juive, Shannon Seban, jeune femme entrée en politique en 2019, est victime en 2023 d'insultes antisémites de l'extrême droite. Ils lui ont dit « ton nez de juive ». Puis en juin 2024, elle est victime de l'extrême gauche qui lui ont dit « dégage, sale sioniste ». Il y a quand même un truc, c'est... Il y a... Ton nez de juif, c'est antisémite, hein. Sale sioniste, le sale est pas joli, mais... Voilà, quoi, ça n'a rien à voir, oui, je sais pas, moi, je la tue. C'est plus... Voilà, Ah, tu m'as renvoyé la vidéo, merci pour les prisonniers de 12 ans, alors... On va regarder ça. Hop. Alors. Il est là le passage, merci. Ah oui. Ah bah tu sais quoi, je le mettrai sur le miel. Parce que là en miel j'ai pas mis le truc. Parfait. Donc en gros voilà la Shannon, députée macroniste qui vient sur les plateaux pour dire qu'elle combat le RN, hein. Et cette hypocrite, elle dit en gros qu'il faut combattre l'immigration. Et donc pour battre le RN, elle est prête à reprendre leurs idées en fait. Je sais pas comment expliquer, mais on lui a donné trop d'importance. Ni Rassemblement National, ni la France Insoumise. Vous les mettez au même temps, les deux. Quand vous regardez aujourd'hui le fait que le Rassemblement National arrive à attirer près de 11 millions de Français, il y a une question à se poser. Moi, si vous voulez, je combats le Rassemblement National sur le terrain des idées. Quand vous regardez les instances de l'Assemblée nationale, je crois que le Rassemblement National est parfois représenté dans certaines instances, dans certaines commissions, et ça c'est important, il le faut. Maintenant, là où on a échoué, et je pense qu'il faut aussi le reconnaître, c'est que nous n'avons pas su répondre suffisamment aux attentes de ces 11 millions de Français si on parle du Rassemblement National. Et je pense notamment aux questions d'immigration et aux questions sécuritaires. Et là-dessus, il faut le dire, oui, nous avons échoué. Nous n'avons pas su faire preuve de suffisamment de fermeté sur certains sujets, notamment la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est un échec et je le déplore. Ouais, bah super. Tu combats leurs idées en reprenant les mêmes. Non mais... bah tu combats quoi en fait, cousine? Vraiment, on comprend pas ce que tu combats là. Et là, c'est là que dès lors qu'on sort du sujet Israël-Palestine, ah bah là on voit que ça y est, hein, elle est d'une médiocrité. Elle se fait laver par n'importe qui. Vraiment, dès qu'il y a quelqu'un qui est opposant, là c'était Daniel Obono, député LFI, qui l'a lavé. Regardez. L'élu de la nation, merci pour cela, mais par pitié. Bon Dieu de bon sang, faites preuve de responsabilité. Bon Dieu de bon sang. Ah non, alors là, franchement, je pense qu'on a, je pense que c'est parce qu'on approche minuit. C'est parce qu'on approche minuit que maintenant, en fait, ça va partir dans tous les sens. Une macroniste dont le président a expliqué que la dissolution était une grenade dégoupillée envoyée, y compris dans les jambes de sa propre coalition. Et c'est à nous qu'on demande de faire preuve de responsabilité. Non, franchement, c'est énorme. Ce que je veux vous dire, madame Obono, ce que je veux vous dire, vous êtes pas ensemble, l'une après l'autre, madame Obono. De la crédibilité. Vous êtes les derniers à pouvoir vous permettre de dire quoi que ce soit. Bon sang de bon Dieu. Vous devriez vous asseoir tranquillement et attendre de voir comment on gère les choses à l'Assemblée, parce que franchement, personne ne vous prend au sérieux dans ce pays. Shannon, c'est bon. Et vous croyez véritablement que les Français vous prennent au sérieux? Eh bien, posons la question aux Français. Je peux terminer, madame Obono? Posons la question aux Français. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que vous pensez véritablement que les Français vous prennent au sérieux quand vous leur proposez un programme économique qui repose sur 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, madame Obono? Oui, moi je le prends au sérieux, hein, parce que on l'avait déjà fait même auparavant, même à l'époque de 30 Glorieuses. On ne peut pas relancer l'économie sans injecter de l'argent. Voilà. On ne peut pas attendre un miracle, que ce soit
les gens qui taffent encore plus pour pouvoir relancer la machine par je ne sais quel moyen, hein, parce que je veux dire, il n'y a que 24 heures dans une journée, et laisser une concentration d'argent chez les ultra riches sans qu'il y ait ce fameux ruissellement qui n'existe pas. Allez vous faire foutre. Non. Posez la question aux Français. Répondez à moi, il y a un an. Répondez-moi, Madame Obono, sur le programme économique. C'est de cela dont on parle aujourd'hui véritablement. Écoutez la réponse. C'était il y a un an. Et les Français ont mis en tête notre programme. Je vous parle du programme non. C'était le programme économique qui était détaillé. Les Français ont dit ils ne veulent ni de l'extrême droite. Écoutez les Français. Bah oui, ils ont voté majoritairement pour le NFP avec le programme en fait. Écoutez les Français, Madame Seban. Au moment, enfin, je veux dire, cousine, qu'est-ce que tu peux redire à ça? Vous vouliez une réponse? Elle a été donnée il y a un an. Elle a été donnée en disant non à l'extrême droite et non aux macronistes. Et votre président s'est assis sur le résultat des urnes. Il est en train de détruire lui-même le système de la Ve République en montrant à quel point on ne peut pas dépendre de la volonté d'un homme qui devient un forcené et qui refuse d'entendre, y compris des gens dans leur propre coalition. Monsieur Édouard Philippe n'est pas un insoumis. Monsieur Édouard Philippe a été peut-être le Premier ministre à ce jour qui est resté le plus longtemps. Shannon, c'est bon. Et il dit lui-même. Réponse de Shannon, c'est bon. C'est tout de même Il est temps de partir, Monsieur Macron. On a il est temps de partir. Écoutez, Monsieur Philippe. On a aujourd'hui des députés, notamment du côté de la France Insoumise, qui pensent avoir remporté les dernières élections législatives. C'est ça qui me choque dans ces propos véritablement. Et encore une fois, je n'ai pas obtenu réponse sur la question des 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, mais c'est tout de même affligeant. On a tout de même aujourd'hui des responsables politiques du côté de la France Insoumise qui souhaitent accéder au pouvoir en demandant une destitution du président de la République avec un programme économique qui repose sur un matraquage fiscal. C'est ça aujourd'hui la vérité. J'aimerais vous entendre, Madame Seban et Madame Obono, s'il vous plaît, sur le thème. Le politique ne souhaite pas agir dans l'intérêt le thème du retour. Non mais vraiment, elle est ridicule. Depuis qu'on parle de politique, elle est ridicule. Elle se fait vraiment laver par tout le monde. Et toujours encore. Et là, elle se fait corriger sur ses piètres connaissances au sujet du réforme de la retraite. Et ça, c'est du petit lait. Vous allez voir, c'est Adrien Clouet, LFI, qui lui explique ce qu'elle aurait déjà dû savoir. Voilà, vraiment. Je crois que même les journalistes, ils se donnent un malin plaisir à essayer de la remettre en place parce que vraiment c'est du, tu sais, ils ont dit putain, on nous l'a imposé, là maintenant on en profite. Vous dites il faut pas s'interdire de revenir sur la réforme des retraites. C'est le terme que j'ai entendu. Je ne comprends pas dès lors que par 3 fois au Parlement les macronistes aient empêché qu'on examine et qu'on vote sur ce texte. Il y a une majorité dans le pays contre la réforme. Il y a une majorité de députés contre cette réforme. Oh là tu vois, ça elle se dit quelqu'un va m'aider là parce que je maîtrise pas le sujet là. Réforme. Et à 3 reprises, par des manœuvres dilatoires et absolument inacceptables, vous avez empêché l'Assemblée nationale d'examiner et de voter. Une fois, parce que les ministres essaient de parler jusqu'à minuit, pour faire tomber le temps. Une fois, parce que vous avez employé des règles qu'on appelle les règles budgétaires sur l'article 40 pour les gens qui éventuellement n'auraient pas encore zappé sur le sujet, et en nous empêchant d'examiner des choses qui coûteraient de l'argent. Parce que ça coûtait 1 milliard, alors c'est terrible. Alors 211 milliards aux entreprises, on peut les donner, mais 1 milliard pour les retraités, on peut pas. Et troisièmement, vous avez pondu un conclave, alors là, vraiment le summum, quoi, truc qui ne servait à rien. Les gens sont retrouvés pendant 4 mois, ils ont discuté de tout, puis à la fin ils ont dit bon, on votera sur rien. Bon. Là, carrément tout le monde se marre là. Donc, ça fait des années que vous utilisez tous les moyens légaux au Parlement pour empêcher l'expression d'une majorité. Et là, ce soir, vous nous dites, en fait, on y est prêt. Mais en fait, ça fait des années que vous dites la même chose, et qu'à chaque fois, c'est juste pour gagner du temps, parce que vous avez envie de rester à la gamelle 1 semaine de plus, 2 semaines de plus, 3 semaines de plus. Oh le bâtard, la gamelle. Donc moi je suis sans aucune confiance et sans aucune espèce de croyance. Là je peux vous dire que Shannon elle est en train de se dire purée de pommes de terre, venez on parle de... On peut pas parler d'Israël là, parce que je suis... Là je maîtrise pas là, hein. Je vais pas te mentir... Dans votre parole sur ce sujet. Moi, je trouve que le sujet des retraites, il ne faut pas l'écarter. Je pense qu'il est central au cœur du débat, notamment dans les prochains jours qui arriveront. Par contre, je sais qu'effectivement, Adrien Clouet et ses collègues de la France Insoumise sont très peu à l'aise avec les chiffres. Mais la réforme des retraites, c'est 50% de la dépense publique et 14% du PIB. Donc, quand on est dans 50% de la dépense publique, les retraites. Donc, quand on est effectivement dans une situation dans laquelle le pays est engouffré avec une dette qui est absolument considérable, oui, 50% de la dépense publique, monsieur Clouet. C'est 293 milliards les dépenses de retraite. Vous allez me dire que les dépenses publiques, c'est 500 milliards.
milliards. Mais Monsieur Clouet, votre programme économique repose encore une fois sur, et j'ai eu l'occasion de le rappeler à votre collègue Daniel Obono, 300 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. C'est à vous que vous souhaitez qu'on confie les clés du pays pour réduire le déficit économique et pour rétablir les comptes publics? Non, je ne le crois pas. Ah bah pour le coup, vous trompez d'un zéro dans vos échelles, donc il vaut mieux qu'on prenne les commandes. Donc là, c'est génial parce qu'elle vient de dire que les retraites, c'est 50% des dépenses publiques. À ce niveau-là. Alors que c'est 14%. Moral d'un point de vue économique, Monsieur Clouet, très sincèrement, merci de garder le silence. Madame Seban, les dépenses publiques, c'est à peu près 1650 milliards. N'importe quoi. Et les retraites, à peu près 290 milliards, donc on est loin des 50%. Donc 290 milliards, c'est pas. Donc 290 milliards, c'est loin d'être très peu. Donc, non, j'ai pas dit. Alex, c'est loin. Non, pardon, 14%, c'est du PIB, pardon. Je vous ai dit de la merde. Je viens de m'en souvenir. C'est 14% du PIB. Non mais, passage à tabac là. Je me permettais juste de vous corriger le pourcentage. C'est 14% du PIB. Ça c'est vrai, je l'ai vérifié. Mais regardez, elle a dit oui, c'est 50%. Les retraites, c'est 50% des dépenses publiques. 290 milliards, c'est pas. Donc 290 milliards, c'est loin d'être très peu. Donc, et ça, c'est une bonne technique de rhétorique là, des politiques là, de pas dire j'avoue, je me suis trompé, et de toujours dire oui, mais 293 milliards, c'est quand même beaucoup. Donc je suis désolé, c'est 14% du PIB. Et hop. Non, j'ai pas dit ça. Je me permettais juste de vous corriger le pourcentage. C'est 14% du PIB. Et donc au final, elle aura pas dit non, j'avoue, je me suis trompé, j'ai dit de la merde. C'est dingue, hein. Vraiment. Vous avez, il y a Ali en commentaire qui dit vous avez tous tort et elle a raison. Car si on suit sa logique de cette dame, elle ne connaît pas les chiffres et on est surendetté. Donc tout à fait normal quand on laisse des clés à des incompétents. Bah oui, qui était au pouvoir? Non, vraiment, qui était au pouvoir là pendant toutes ces années? Ça fait 7 ans là pour l'instant, 7, 8. Tout ça pour dire que je sais pas quelle est la force qu'on lui a donnée à cette personne, mais il va falloir arrêter. Là Shannon, c'est bon, on veut plus. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.